On a été arrêté. Vous m'avez gentiment signalé que je n'avais pas mis les transparents de la semaine dernière. Je suis désolé. Il y a des moments où je fais des listes de tout ce que je dois faire et puis il y en a, j'ai oublié, donc je vais essayer de le faire tout à l'heure. Ok. Bon, on a du boulot parce que en fait je suis un peu en retard sur les collègues, je l'ai déjà dit. En plus, c'est pas terrible, parce que la semaine prochaine, je serai pas là. Et donc, ça sera Patricia Bordetti qui me remplacera. Vous pouvez y gagner. Le problème, c'est que j'espère qu'elle reprendra mes transparents. Notamment parce que j'ai prévu comme série de vous faire étudier les résultats de la première interrogation. Bon, donc, on y va, s'il vous plaît. On essaie de se concentrer. Donc on est, je crois qu'on s'était arrêté à peu près là, il me semble. Caractère quantitatif, on avait fait ça. Donc, typiquement, quand on étudie un caractère quantitatif, on peut avoir une variable qui est une variable discrète, d'accord? Et donc on va étudier ici ça veut pas. Ça marche pas. Donc on va étudier ici. Ah, c'est là, ouais. À la pause. 15 heures. Ma tablette ne veut plus se brancher. Décidément, ça va pas aujourd'hui. Je vais toujours en remplaçant. Voilà. J'espère que ça va aller cette fois. Ah, il est là. Ah oui. Pardon. Je l'avais quand même payé 9 € celui-là. Bon. Donc, on peut avoir une variable discrète, d'accord? Et la variable discrète qu'on peut étudier, par exemple, c'est le nombre d'enfants, je te dis là, ou le nombre de véhicules dans un ménage. S'il vous plaît, un petit peu d'attention. Ça peut être une variable continue. Donc, typiquement, la variable continue qu'on va étudier là, ça peut être la durée la durée de résidence, on va dire ça comme ça, dans un appartement, d'accord? Ou encore les notes des étudiants à l'interrogation écrite numéro 1. D'accord? Bon. Donc bien souvent, ce que l'on fait, même lorsque la variable est continue, c'est qu'on la regroupe en classe de valeur. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu ici. Ici, on a une variable qui est bien une variable continue, même si elle va de 0 à plus l'infini a priori. On la mesure en années. On ne la mesure pas en minutes ou en secondes, mais elle pourrait bien être continue, en tout cas dans son traitement, dans la manière dont on l'a pensé. Et on la regroupe en classes, d'accord, qui correspond à des intervalles de ce type-là. Donc, dans ce cas-là, on peut définir ce qu'on appelle l'amplitude de la classe. Ça peut être 5 ans, 10 ans, ou même indéterminé. Il y a un aspect qui va nous occuper, qui en soi pas très intéressant, que je qualifierais d'un peu technique, qui est le fait que les classes peuvent avoir une amplitude constante ou variable.
Ce que je veux dire ici, c'est que vous voyez que là, il y a 5 ans, et là, il y a 10 ans. Donc, quand on regroupe par classe, il faut faire attention à l'amplitude lorsque l'on va représenter la distribution. Ce que j'appelle le centre de la classe, c'est la moyenne des extrémités de la classe. D'accord? Donc, pour le premier intervalle, c'est 2,5. Le centre de la classe, c'est 2,5 ici. Voilà. 2,5, 7,5, 15, etc., 25, c'est ça les centres de la classe. On verra que ça joue un rôle après. Pourquoi on définit cette notion de centre de la classe? Parce qu'on peut penser que finalement, ce centre de la classe est un nombre représentatif de ce qu'est la classe. Bon, peut-être ça nous sera utile. Bon alors, quelle représentation graphique on peut avoir? Commençons par une variable discrète. Donc lorsque la variable est discrète, ce n'était pas le cas précédent, ici c'est le nombre d'enfants. Ce qu'on peut faire, c'est simplement faire un diagramme en barre, on va appeler ça un diagramme en barre, qui va représenter la manière dont les familles se répartissent selon le nombre d'enfants. Donc on est d'accord qu'ici, la variable qu'on étudie, j'appelle ça grand X, c'est le nombre d'enfants par famille. C'est ça la variable. Hein. À chaque fois que vous étudiez quelque chose, vous dire, mais c'est quoi la variable qu'on étudie? C'est le nombre d'enfants par famille. Et vous voyez que cette variable, elle prend différentes modalités, qui sont en l'occurrence discrètes. 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est les entiers. Okay, une famille est un ménage avec des enfants. Donc il n'y a pas 0. Hein. Sinon on dirait nombre d'enfants par ménage. Un ménage, c'est des gens qui vivent sous le même toit. Une famille, ça doit être des ménages avec au moins un enfant. C'est normal qu'il y ait 0, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de famille sans enfant. Un enfant crée la famille. Bon, à vous de réfléchir. Vous voyez qu'on a un problème aussi, ici, qu'on avait déjà d'ailleurs vu, je crois que c'est les mêmes données en direction d'études. C'est que, évidemment, on est obligé non pas de tronquer les trucs, non pas de tronquer la distribution, mais de créer une catégorie qui absorbe les choses. Parce qu'évidemment, il peut y avoir une famille avec 12 enfants, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc on crée une catégorie 4 et plus pour absorber l'intégralité des familles en question. Donc on est d'accord que ceci, c'est bien la variable x qui prend des valeurs xi entières, donc c'est une variable quantitative discrète. Ok, et ici, ce qu'on nous donne, c'est la fréquence de répartition. Donc le nombre de familles, bien sûr, et ici ce que j'appelle la fréquence. Et la fréquence, je la note FI, et le nombre de familles, je note NI. C'est des notations qu'on utilisera tout le temps. On a bien ici cette représentation, ça ne pose pas de problème. Donc, appelez ça un diagramme en barre. Appelez ça éventuellement, dans ce cas-là aussi, un histogramme. Mais on va mieux définir ensuite ce qu'est un histogramme. Dans le cas où la variable est discrète, quantitative discrète, la notion d'histogramme et de diagramme en barre est équivalente. C'est pas intéressant de faire la distinction entre les deux, appeler ça un diagramme en barre. Un histogramme, c'est plus subtil qu'un diagramme en barre, parce que un histogramme, on va l'appliquer pour une variable continue. L'histogramme, ici, on va l'appliquer pour une variable continue dont les valeurs sont regroupées en classes. Ce qui est vrai dans la plupart des cas, y compris pour vos propres notes qui vont de -3 à 20, les notes à l'interrogation écrite, sur lesquelles on reviendra après. Vous voyez que ces notes, vous pouvez prendre ça comme étant une variable continue, ça va de -3 à 20. Mais comme une note au quart de point, je veux dire, tout le monde a une valeur en fait qui est discrète. Enfin, ça va de -3 à 20. Donc, si on veut avoir vraiment toute la distribution, personne n'a eu 19,875. Soit vous avez eu 1975, soit vous avez eu 20. Donc, comme on l'a regroupé en quart, vous comprenez tous que c'est une variable qui est continue, mais qu'en fait, évidemment, dans la manière de la présenter, le nombre de valeurs qui peuvent être prises est en fait discret, même s'ils sont très nombreux, puisqu'on va jusqu'au quart de point. En fait, on a 90 valeurs possibles. Ok? Donc, le fait de se retrouver avec une variable continue, mais qui est regroupée en classes, et qui prend des modalités discrètes, c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est vrai aussi si on regarde le cours d'une action. Vous allez regarder le cours d'une action, vous avez 2 chiffres après la virgule. Vous n'avez pas 12 chiffres après la virgule. D'accord? C'est parce que c'est le choix
sur la côte, sur les marchés, avec 2 chiffres après la virgule. Donc, on est très souvent dans cette situation où les valeurs sont regroupées en classes. Après, elles peuvent être regroupées en classes homogènes, avec la même amplitude, ou en classes d'amplitudes différentes, ce qui complexifie encore la situation. La caractéristique d'un histogramme, c'est que lorsqu'on regarde un histogramme, non seulement la forme du diagramme en barre, puisque un histogramme est une forme du diagramme en barre, est importante, mais ce qui compte aussi, c'est sa surface. C'est la surface de ce diagramme en barre. Ce que je veux dire par là, c'est que un histogramme, c'est quelque chose qui est formé de rectangles accolés. On va voir comment un peu ça ensemble. Mais un rectangle, chaque rectangle correspond à une classe de valeurs possibles. Donc il y en a un nombre fini de classes de valeurs possibles, y compris dans vos notes entre -3 et 20. Il n'y en a que 80 possibles. Mais il peut y en avoir beaucoup moins, bien sûr. Et la surface de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe, ou à la fréquence. D'accord? Donc la hauteur du rectangle représente le nombre d'individus ou la fréquence, et sa largeur représente sa base, sa largeur représente en fait la largeur de l'amplitude de la classe dans laquelle on a rangé les individus. De sorte que dans un diagramme en barre, la hauteur, dans un histogramme comme dans un diagramme en barre, la hauteur représente la fréquence ou l'effectif, mais la base, elle, est plus ou moins grande selon la largeur de l'amplitude. La taille de l'amplitude de la classe, selon l'amplitude de la classe. Si toutes les classes ont la même amplitude, la question ne se pose pas, d'accord? Mais si on a des classes d'amplitudes différentes, il faut bien faire attention à ce que l'on tienne compte précisément de ces différentes tailles de ces amplitudes de classe. C'est déjà les rois mages, on appelle ça, c'est pas les rois mages, c'est possible. Bon. Donc, deux cas sont distingués. Le cas où les classes ont de même amplitude, dans ce cas-là, c'est très simple. Et le cas où les classes sont d'amplitude inégale. Regardez, exemple. Voilà un exemple d'une distribution d'une variable continue, l'âge. On appelle ça la pyramide des âges. D'accord? C'est la distribution d'une variable continue, l'âge. Ok? Elle est bien continue, mais on l'a regroupée en classes. Et vous voyez que, si vous l'acceptez avec moi, vous voyez que toutes ces classes sont des classes de 20 ans. Sauf la dernière, qui est 80 et plus. Alors, évidemment, comme c'est 80 et plus, ça pose un problème. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont plus de 100 ans ou plus de 110 ans, donc c'est pas très bien, d'accord? Mais, fondamentalement, je fais comme si, alors que c'est faux bien sûr, je fais comme si cette dernière classe était aussi une classe 80-100, d'accord? Bon, c'est juste la question de savoir comment j'ai représenté les choses au-delà de 80, parce que je ne peux pas définir dans ce cas-là l'amplitude, puisque l'amplitude elle est infinie. Je ne sais pas très bien comment faire, il faut bien que je règle ce problème. On est toujours confronté à ce genre de problème, sauf pour la note de l'examen, puisque une interrogation écrite, elle est bordée. Personne n'a eu plus de 20 à l'interro, d'accord? Donc évidemment là, c'est bon, on n'a pas de problème. Et l'âge, comme beaucoup de variables, ça peut durer très longtemps. On a toujours des problèmes de pure distribution de ce qui se passe au bout. Okay. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Pour faire l'histogramme, vous avez la répartition, notez au passage, mais ça c'est une question aussi un peu, pas très importante, mais qui peut jouer un rôle, c'est que la question est de savoir si les intervalles sont ouverts ou fermés des deux côtés. C'est-à-dire, est-ce que dans la classe 0-20 ans, je compte celui qui vient d'être au dixième de seconde, bien sûr, mais aussi, est-ce que je compte celui qui vient d'avoir son 20e anniversaire à la seconde près? Avouez que cette question n'est pas très intéressante, d'accord? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, il est rare que l'agent recenseur rentre dans la famille pour mesurer l'âge au moment où le type est en train de souffler ses bougies, d'accord? Ou lui sortir du ventre de sa mère. Donc, cette question n'est pas très importante. Mais dans la pratique, elle peut l'être. Par exemple, si après je regarde vos notes à l'examen, évidemment je peux regarder au quart de point près, et ensuite après je peux faire des classes. Ceux qui ont entre 0 et 1, ceux qui ont entre 1 et 2. Okay? Comment je fais pour traiter ça? J'ai un problème parce que, comme mes notes, les notes elles commencent à -3, admettons qu'elles commencent à 0. Parce que ceux qui ont -3, on va leur mettre 0, on est d'accord?
sympa. Mais j'ai représenté les données brutes. Donc les notes sont entre 0 et 20. Donc la première classe que je peux faire, c'est entre 0 et 1, 1 non compris. Un non compris ou un compris? Parce que le problème, c'est que si je ne comprends pas le 1 à la première classe, comment je vais faire pour les gens qui ont 20? Puisque eux, ils sont entre 19 et 20 non compris ou 20 compris. Donc là aussi, j'ai presque un problème d'arbitraire qui n'est pas très important. Vous comprenez bien où est le problème. Mais il faut bien présenter les choses quand on le fait. Je me dis, j'ai plutôt intérêt à faire entre 0 compris et 1 compris. D'accord? Comme ça, vous voyez, quand j'arriverai à 10, ben, ça me permettra de regarder tous ceux qui ont eu la moyenne. Et puis dans la dernière classe, je pourrais mettre tous ceux qui ont entre 19 et 20, mais 19 au-dessus de 19. C'est un peu compliqué ce genre de problème. Donc ici, on a toujours compris à ça. On a bien représenté un histogramme, parce que vous voyez que sur l'axe, ici, on a bien une variable quantitative. Et donc ceci est un nombre. Donc je vais représenter comme étant une échelle par rapport à un nombre. Une échelle, comment on appelle ça, une échelle euclidienne, ou une échelle normale, quoi. On représente les choses proportionnellement à ce qu'elles sont. Donc on a bien représenté ici par un nombre comme ça. Alors que quand évidemment vous étudiez la couleur des yeux des gens, vous mettez yeux bleus, yeux rouges et yeux marrons, et il n'y a pas de hiérarchie, d'accord, entre ces différentes modalités. Ici évidemment il y a une hiérarchie parce que l'âge, avant d'avoir 49 ans, on a 48 ans. Donc ça joue un rôle. Donc j'ai représenté ici les éléments, et évidemment la hauteur est proportionnelle soit au nombre en millions, soit à la fréquence. D'accord? Donc ceci est un histogramme. Ceci est un histogramme. Mais dans le cas d'une amplitude égale. Maintenant, imaginons qu'on ait une amplitude inégale. C'est pas très intéressant, mais ça va mieux en le disant. C'est le cas dans l'ancienneté d'emménagement. C'est bien une variable continue, quantitative. Le problème, c'est que la manière dont on présente les données, on les a présentées aussi dans des intervalles qui n'ont pas la même fréquence. Donc, le problème, c'est que vous voyez, bon, la classe 10-20, elle a 2 fois plus d'amplitude. Elle a 2 fois plus d'amplitude. 20-30 a 2 fois plus d'amplitude. 30 et plus, je vais être comme si elle allait jusqu'à 50. C'est pas très intéressant. Vous voyez que dans ce cas-là, évidemment, si je cherche à représenter cette distribution à partir d'un diagramme en barre, je pourrais tenter finalement de faire apparaître chacune des classes les unes à côté des autres en faisant un diagramme en barre, alors que quand je vais faire l'histogramme, je vais tenir compte du fait que la classe 10-20, la classe 20-30, la classe 30 et plus a 2 fois plus d'amplitude que la classe 0,5 et 5-10. D'accord? De sorte que ce que je dois faire, en fait, c'est juste facile à comprendre, c'est rectifier les fréquences, les rectifier en tenant compte de l'amplitude. En fait, en exprimant la fréquence dans la même unité pour toutes les modalités possibles, de toutes les valeurs possibles. Donc, ici, vous voyez qu'il y a 18,3% des gens qui sont dans la classe 10-20, c'est ce qu'on me donne, d'accord? Mais si je cherche à comparer, je vais casser la classe 10-20 en 2 morceaux, 10-15 d'un côté, 15-20 de l'autre côté, pour que ça ait la même amplitude que la classe 5-10 ou que la classe -2-5. Donc je choisis de rectifier en prenant le plus petit, je sais pas, le plus petit commun, la plus petite commune amplitude. D'accord? C'est ça que je fais. Et du coup, vous voyez que le 18,3, comment je vais répartir les 18,3 qui sont dans cette classe? Je vais les répartir de manière égale, parce que je ne sais pas comment faire. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est égal nécessairement. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse qu'on fait très souvent, c'est l'idée, ça va se répartir de manière uniforme à l'intérieur de la classe. On n'a pas d'information, donc on fait comme si c'était ça. C'est clair que c'est pas comme ça, mais comme on n'a pas l'information, on va représenter les choses de manière là. On va égaliser l'amplitude en prenant une amplitude commune qui est 5. Vous avez vu, il y a du BCAD. Je suis vraiment beaucoup plus sympa cette année avec les étudiants. Parce qu'avant, les étudiants, je leur demandais de sortir. Les étudiantes, d'ailleurs. Donc on va faire comme si à l'intérieur de chaque classe, on va les couper en deux, faire comme si à l'intérieur de chaque classe,
la répartition était uniforme. Cette idée d'uniformité, c'est une idée qu'on va voir réapparaître souvent, d'accord, qui est évidemment fausse. Enfin, ça dépend de la variable qu'on étudie. Mais là, on peut penser que c'est faux. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok, très bien. Regardez, on a ces données-là au départ. On constate que les amplitudes sont peut-être différentes, donc on va les corriger. On va rectifier la fréquence. Et ce qu'on va faire, c'est que constatant que les classes 10, 20 et 30 et plus, vous voyez 30 et plus, j'ai même dit que c'était 30-50. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais que vous pouvez rester 50 ans chez soi. D'accord? Donc j'ai fait comme si la dernière avait une amplitude de 20. Donc on a 5, 5, 10, 20. Ben, ce que je fais, c'est que je rectifie les fréquences. Je rectifie les fréquences pour que les amplitudes soient homogènes. Donc 18,3, je divise par 2, ça fait 9,2, 9,15. C'est un problème de nombre de chiffres après la virgule. 7, je divise 13,9 par 2, et puis 15,7, je divise par 4. Et d'accord? Et pourquoi je fais ça? Parce que je veux construire un histogramme pour lequel, sur l'axe de l'abscisse, apparaît une échelle euclidienne. C'est une variable quantitative. D'accord? Je n'ai pas de raison, moi, de dilater le temps ou de modifier les choses sur mon échelle. Donc, faire ça, c'est raisonner en ce qu'on appelle densité de fréquence. Oui? Oui. Comme les classes sont 2 fois moins grandes, d'accord? 2 fois plus grandes, ok? Il y a 18,3% des gens qui restent 10 ans, qui sont dans un intervalle qui est de 10 ans. Donc je vais faire comme si, en divisant entre 10 et 15, il y a la moitié des effectifs entre 10 et 15, l'autre qui est entre 15 et 20. Donc c'est ce que j'ai écrit là. J'ai rectifié la fréquence. Et ça servait pas de diviser par 2 le 4904 par exemple? Non, ça c'est le nombre de ménages. Non mais, j'aurais pu faire des effectifs rectifiés aussi. Mais l'histogramme, ça, on va plutôt ici parler des fréquences. Pourquoi je fais ça? Ben, j'ai pris une amplitude de référence. J'aurais très bien pu aussi dire, finalement, ce qui compte pour moi dans ma densité de fréquence, c'est le pourcentage par année d'ancienneté. Donc, dans ce cas-là, j'aurais divisé 33,5 par 5, 18,6 par 5, 18,3 par 10, etc. etc. C'est juste une manière de rendre proportionnelle l'échelle, parce que là, on a un problème de traitement. Ok? Oui? Il n'y a pas quoi? Ok. Comme c'est une bonne question, ici ce que j'exprime, j'ai dit que c'était une variable continue. Pour moi, une variable continue, c'est une variable qui peut prendre son nombre dans les réels. Continu. D'accord? C'est continu. Donc, quand je dis moins de 5, entre 5 et 10, ça peut être 4 ans, 11 mois et 3 jours. D'accord? Non, on n'arrondirait pas à 5, je ne sais pas exactement. Alors, ça, c'est une bonne question aussi. Je ne suis pas enquêteur de l'INSEE. Quand l'INSEE vient voir les gens pour enquête logement, il leur dit ça fait combien de temps que vous êtes là? Qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande vous avez déménagé à quelle date? Ou il leur demande, il va pas leur dire vous êtes là depuis 4 ans, 10 mois et 3 jours. Il va leur dire vous êtes arrivé en quelle année? Ou vous êtes arrivé en quel mois? À quelle date vous avez déménagé? Les gens peuvent se rappeler l'année, un peu moins du mois. D'accord? Moi, je fais comme s'ils se rappelaient du mois et peut-être même du jour. C'est pour ça que je note comme des intervalles ici. Parce que vous voyez cette notation crochet comme ça, d'accord? En mathématiques, c'est une notation d'intervalle. Un intervalle, il peut être fermé et ouvert. Ouvert. C'est quoi la définition d'un intervalle fermé? C'est quoi? C'est quoi? La définition d'un intervalle fermé, c'est quoi? Vous voyez pas ça en maths? Ouais, ça veut dire que tout de suite convergent dans l'intervalle converge à une limite qui est dans l'intervalle. C'est ça un intervalle fermé. Vous voyez déjà quand je le dis, c'est compliqué comme notion. D'accord? Tout de suite convergente qui appartient à cet intervalle.
converge vers une limite qui est dans l'intervalle. On a compris, ça veut dire que, comme vous dites, c'est fermé. Vous sentez bien ce que ça veut dire. Bon, là, on ne va pas rentrer dans ce genre impulsif. La variable, je l'ai décrétée comme étant continue, parce que la réalité, c'est que c'est une variable continue. D'accord? Les gens, ils ont un certain temps dans leur appartement. Après, il y a la manière dont le statisticien ou l'enquêteur la reporte. Est-ce qu'il la reporte de manière continue ou discrète? À un moment ou à un autre, il va toujours la reporter de manière discrète. Exactement comme vous, on vous note au quart de point. D'accord? C'est bien une variable continue, mais on vous note au quart de point. Moi, j'ai envie de la traiter comme étant une variable continue. Le nombre d'enfants est une variable discrète. L'enquêteur, il vous dit, vous avez 0, 1, 2, 3, 4. C'est clair. D'accord? L'ancienneté dans le logement, le temps que vous passez au chômage, c'est une variable continue. Ça peut être 15 jours, 6 mois et 3 jours, etc. Et donc, quand vous l'étudiez, vous allez l'étudier comme tel. Quand vous cherchez à la modéliser, vous allez aussi chercher à la modéliser comme tel. Donc ici, c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça. Quand je dis moins le 5, d'accord, c'est toutes les dates jusqu'à 4 ans et 364 jours et 23 minutes 59 secondes. D'accord, c'est comme ça dans ma tête. Après, je comprends que vous puissiez me dire, mais non, attendez, c'est comme ça que je le voyais moi. En tout cas, c'est le message que c'est comme ça que je le présente. D'accord? Donc après, on dit pas, est-ce que vous êtes dans la 5e année de votre logement? Je ne pense pas qu'on demande ça aux gens. Est-ce que vous êtes dans la 5e année de votre logement? Là, la question serait un petit peu différente. D'accord? Je vais représenter les choses autrement. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'on rectifie de manière à avoir la même amplitude. Et c'est ce qu'on appelle raisonner en termes de densité de fréquence. La fréquence, elle n'est pas forcément rectifiée, elle peut correspondre à des amplitudes qui sont différentes. Donc, pour essayer de corriger ça, on va étudier une fréquence qui peut être, ici, ça serait une amplitude de référence qui va être 5 ans, donc c'est en pourcentage par tranche de 5 ans. D'accord? Et c'est toujours la même tranche et la même amplitude, par amplitude de 5 ans, par tranche de 5 ans, je ne sais pas si c'est très bien dit. Mais du coup, quand vous représentez les données, d'accord, vous voyez, ce qu'il va faire qu'on fasse, c'est que, ouais, alors, c'est ce que je fais après. Je n'ai pas eu le temps d'assez regarder mes slides tout à l'heure. C'est parce que j'ai laissé autre chose à la page. On peut le prendre soit l'amplitude de base comme 5 ans, mais a priori, pourquoi ne pas l'exprimer comme étant, puisqu'on a inventé un truc, c'est l'année. L'unité, c'est l'année. D'accord? C'est 1 an. Donc on pourrait le faire, dans cette fréquence, l'exprimer en années, en pourcentage par année, comme amplitude de base. Dans ce cas-là, effectivement, on va distribuer la première, on va dire 33,5 divisé par 5, ça fait près 6,7. Ok? Donc ça fait 6,7 par année, entre 0 et 1 an, entre 1 an et 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, etc. Et puis, on va toujours avoir cette manière de mesurer par année. On a rectifié la fréquence en densité de fréquence, et comme on a inventé une unité qui est l'année, et pas les 5 années, autant l'exprimer dans l'unité qu'on a au départ. D'accord? C'est comme si on répartissait les gens en classes de revenus. Au bout, vous allez peut-être exprimer les choses en pourcentage par euro, ou par milliers d'euros. Et vous n'allez pas le faire par pourcentage par 5 milliers d'euros. C'est un peu bizarre. D'accord? Donc ici, pourquoi pas le faire en pourcentage par année? Dans ce cas-là, l'hypothèse qu'on a faite, évidemment, c'est toujours la même. C'est qu'on a fait comme si, dans la classe 0,5, il y avait autant de gens qui avaient déménagé depuis moins d'1 an que de gens qui avaient déménagé entre 4 et 5 ans. C'est un peu de chance d'être vrai. Pourquoi? Parce que les gens qui sont depuis peu de temps dans leur logement ont tendance à déménager plus souvent. Vous comprenez pourquoi? Intuitivement. Il y a beaucoup de gens qui déménagent tous les 2-3 ans. Donc il est normal que dans la classe 0,5 ans, les gens qui ont déménagé récemment sont plus nombreux que les gens qui ont déménagé moins récemment. C'est peut-être une hypothèse que je fais comme ça. De la même manière, et c'était bien d'ailleurs la raison pour laquelle, au moment où on a présenté les données, on a mis un effet grossissant, une loupe, sur les catégories 0,5 ans et 5 ans et 10 ans. Par rapport à ces catégories, il ne se passe pas grand-chose. Entre 10 ans et 20 ans, entre 20 et 30 ans, c'est des gens dont la vie est assez banale. D'accord?
Ils ne déménagent pas, ils sont installés, etc. Mais au début, les gens, ils déménagent plus. C'est pareil pour le chômage. Il y a du turnover, d'accord? Les gens sont pas... Il n'y a pas une répartition uniforme des gens parmi les années. Ok? C'est logique, et c'est vrai dans tous les modèles de durée. Donc du coup, vous voyez que l'histogramme que l'on construit, eh ben, il a cette forme-là. Dans l'histogramme que vous construisez, ce que vous allez présenter, c'est l'ancienneté en années, d'accord? On ne va jamais aller au-delà de 50 ans, parce qu'on a considéré que 30 ans et plus, c'est jusqu'à 50 ans. Et ce qu'on représente sur l'axe, ce n'est pas l'effectif total de la classe, d'accord? Ce n'est pas l'effectif total ou la fréquence totale de la classe. C'est en fait la densité de fréquence, c'est-à-dire la fréquence rectifiée. Donc ici, on l'a représenté en densité de fréquence en pourcent par année. D'accord? On est d'accord que on peut le voir dans l'analyse parce que ce qu'on voit, c'est que dans cet intervalle-là, c'est toujours la même chose. Donc c'est précisément parce que cet intervalle-là, on n'a qu'une donnée qui est globale. Et vous voyez que du coup, on est d'accord aussi que ici, la surface de ce rectangle, elle est égale à quoi? Elle est égale à 5 fois 6,7, c'est-à-dire 33,5%. Elle est exactement égale à la classe qu'on avait représentée. De la même manière, la surface de ce rectangle, c'est 10 fois, je ne sais plus combien, 1,8, ou je ne sais plus combien ça faisait, et ça correspond exactement, c'était 18,6, 18,3, d'accord? C'est 10 fois 1,83, et ça correspond exactement à 18,3%. Vous voyez que ça peut ressembler à un diagramme en barre, mais ce n'est pas exactement un diagramme en barre, parce qu'on a bien étudié ici une échelle qui est un compte, qui est euclidienne, qui est proportionnelle au temps, d'accord? Et on a rectifié les fréquences de manière à donner le même poids par année à chaque sous-classe. Ok? Donc c'est bien comme ça qu'il faut représenter les choses. Il s'agit bien d'un histogramme, ici du cours des densités de fréquences, puisqu'on l'a corrigé par cette densité des fréquences. Parce que la surface, ce qu'il faut comprendre, c'est que la surface de rectangle représente la fréquence de chaque classe. D'accord? On a cumulé la fréquence en fait sur les 5 ans ou les 10 ans qu'avait la classe. Autre élément très important de la géométrie, c'est que l'ensemble doit représenter 100%, l'ensemble doit représenter 200%. Donc si vous sommez les surfaces, si vous sommez toutes ces surfaces, la somme des surfaces, elle représente toute la population. Et donc elle est égale à 100%. Ok? Donc, quand vous passez du diagramme en barre à un histogramme, ou encore ici à une courbe des densités de fréquence, qui est encore plus technique, appelons ça un histogramme, parce que courbe des densités de fréquence, je ne suis pas sûr que ça soit un vocabulaire très bien adapté, mais il veut dire ce qu'il veut dire. Un histogramme, ça a une signification précise parce que la surface de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif, ou proportionnelle à la fréquence de la classe. On est OK? Et donc, ici, j'ai bien fait ce travail de tenir compte des différentes amplitudes en donnant la densité de fréquence, la fréquence à chaque fois, sur une même durée. OK? Et donc, bien sûr, là, ce que vous voyez, c'est que la répartition des gens avec les croix, c'est pas très étonnant. Pas très étonnant. Quand vous êtes là, il n'y a pas beaucoup de gens qui, quand ils sont là, se remettent à déménager. Enfin, c'est pas très étonnant. Au début, il y a beaucoup de turnover parce que les gens sont jeunes, ils divorcent assez vite, etc. Ils ont des enfants assez rapidement, donc ils ont besoin d'un plus grand logement. Mais ensuite, une fois qu'ils sont bien installés, bien, ils pourraient se déménager pour prendre un plus petit logement. En fait, c'est pas vraiment ça qui se passe. Alors, ça se passe aussi, mais moins peut-être. D'accord? Donc c'est pas étonnant d'avoir ce type de diagramme pour un modèle de durée. Ok. Évidemment, cette rectification, on aurait pu le faire sur les effectifs plutôt que sur les fréquences, d'accord? Au lieu de dire le pourcentage de gens par année, on aurait pu dire le nombre de ménages. Que l'on fasse sur les effectifs ou sur les fréquences, c'est pas important en soi.
Quand on représente un histogramme, on a plutôt tendance à le représenter sur les fréquences ou sur les effectifs. Parce que ce qu'on doit représenter, c'est une structure, c'est une distribution. D'accord? Deuxième remarque, Excel ne propose pas de graphique simple opérant la rectification. Il ne propose pas quelque chose qui... En gros, si vous voulez faire une rectification sur Excel, il faut la faire vous-même. Donc, il faut y réfléchir vous-même. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir introduire deux notions mathématiques. Donc, c'est un côté un peu définition, c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est cette notion de... On a vu cette notion de densité de fréquence. En fait, la notion de densité de fréquence, elle se rattache à ce qu'on appelle une fonction de densité. Quand on étudie une distribution, il y a deux manières de l'étudier. Soit la fonction de densité, soit la fonction de répartition. La fonction de densité, c'est l'histogramme. La manière de la représenter graphiquement, c'est l'histogramme. Donc, appelons ça la fonction de densité. En fait, la courbe qui représente la fonction de densité, c'est l'histogramme. Si vous avez compris comment on construit l'histogramme, vous comprenez comment on construit la notion de fonction de densité. Donc, je le dis juste un peu de manière un peu mathématique. On a une population de taille n, on a un caractère quantitatif, d'accord, donc un nombre x, grand X, et qui prend soit qui est discret, avec k valeurs possibles, mais qui est discret, je vais dire, par nature. Vous avez un nombre entier d'enfants, un nombre entier de voitures, ou bien continu, par nature, votre revenu, votre ancienneté, peut-être votre note à l'interrogation écrite, d'accord? Mais dans ce cas-là, évidemment, vous avez regroupé la variable par classe, puisque vous êtes bien obligé de le faire, parce qu'à un moment, vous êtes bien obligé de dire, lui, je le mets dans telle ou telle classe, d'accord? Soit parce que je n'ai pas la précision, soit parce que c'est trop long et je ne veux pas être exhaustif, hein, je ne veux pas tout noter. On note N1, NK et l'effectif associé, donc il y a K possibles classes, d'accord? N'oubliez pas que quand on définit des classes, il y a toujours cette question un peu pas très bonne de ce qui se passe, lorsque ça va jusqu'à plus l'infini, ou lorsque ça va jusqu'à moins l'infini, comment on fait pour regrouper les gens qui ont des revenus au-delà de 500 000 euros, etc. Enfin, il y a toujours ces questions qui se posent. Je vous laisse un peu de côté. On note N1 les effectifs associés et F1, FK les fréquences associées. Ce qu'on appelle la fonction de densité, d'accord, c'est la fonction petit f, f comme fonction, mais aussi f comme fréquence, qui nous donne, qui nous décrit les fréquences parmi les modalités. Donc, dans le cas d'Israël, il n'y a pas de problème. D'accord? Ce n'est pas une fonction en fait, c'est une série de nombres qui nous indique le pourcentage, c'est une suite, je peux définir comme ça, c'est une fonction, c'est une espèce de suite. On va voir comment on va la représenter après. Qui nous décrit les possibles. Maintenant, dans le cas continu, cette courbe-là, ça va être la courbe des densités de fréquence. Ça veut dire que si mes intervalles, et je ne vais pas revenir sur ça, si mes intervalles ont des amplitudes différentes, évidemment que la fréquence qui m'est donnée, je dois la rectifier en tenant compte de ces différences. Exactement comme je l'ai fait dans le cas de la durée d'emménagement de ton appartement. Donc, cette fonction de densité, c'est la courbe des densités de fréquence dans le cas continu. Donc, ça veut dire que cette fonction de densité, soit elle est un diagramme en barre dans le cas discret, soit elle est un histogramme dans le cas continu. Elle est un histogramme, forme d'histogramme dans le cas continu. Donc c'est ça la fonction de densité. C'est juste le correspondant mathématique de la notion d'histogramme. Notions mathématiques qui seront peut-être un peu mieux vues l'année prochaine ou à d'autres moments. Donc c'est ça cette idée de fonction densité, et c'est pour ça que ça me plaît d'appeler ça la densité, la fréquence rectifiée, dire que c'est la courbe des densités de fréquence, dans le sens où on fait attention justement à la largeur de l'amplitude. On corrige évidemment cette largeur de l'amplitude. Alors, il y a une deuxième notion qui est très importante, c'est la notion de fonction de répartition. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe des fréquences cumulées, la fonction de répartition. Donc, c'est quoi la fonction de répartition? C'est répondre à une question qui est très, très triviale. Première question, si vous regardez ces données,
donnez-moi le pourcentage de ménages qui habitent leur résidence principale depuis moins de 0 ans. Bon, évidemment, là je mets un point d'exclamation parce que la réponse c'est 0, puisque, d'accord, la durée ne peut pas être de moins de 0 ans. Il faut pas savoir où vous êtes. D'accord, donc c'est 0. Donnez-moi le pourcentage de gens qui sont depuis moins de 5 ans ou égal à 5 ans. Alors, comme c'est exactement le sens de votre remarque tout à l'heure, moins de 5 ans ou 5 ans et 1 minute ou 5 ans. Moi je dis que c'est 5 ans juste. D'accord? Donc ici, le fait de savoir si c'est égal à 5 ans ou égal à 10 ans, c'est pas une question qui importe, c'est une variable qui est continue, donc on la coupe à un moment. Donc depuis moins de 5 ans ou égal à 5 ans. Donc c'est évidemment, il n'y a pas de choix dans la question, c'est 33,5%. Et puis après, on va dire, donnez-moi le nombre de gens qui sont depuis moins de 10 ans. Et donc c'est là où je cumule les fréquences. Depuis moins de 10 ans, si je cherche à répondre à cette question, je vais faire la somme de ceux qui sont depuis moins de 5 ans et de ceux qui sont depuis moins de 10 ans. Et donc, ça me permet d'obtenir ici que la réponse c'est 33,5 plus 18,6. Bon, pas très passionnant, hein. Ça fait combien ça? Ça fait 52,1. D'accord? Vous voyez que 52,1% des gens sont depuis moins de 10 ans dans leur... J'ai simplement cumulé les fréquences. Vous comprenez bien que... Oui? Des pourcentages? Si je vous pose une question en disant, voilà, je vous donne la courbe des gens, des étudiants, des répartitions d'étudiants parmi leurs notes, et je vous demande quel est le pourcentage d'étudiants qui ont obtenu la moyenne, voilà, qui ont obtenu au moins la moyenne, ou au plus 10, d'accord? Vous allez évidemment additionner tous les gens, tous les pourcentages de gens qui ont moins de la moyenne. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Donc vous comprenez bien ce que je vais faire. C'est que si on prenait les notes, j'aurais dû prendre les notes du départ, c'est intéressant de savoir combien de gens qui ont eu entre 9 et 9,5, entre 8 et 8,5. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le pourcentage d'étudiants qui ont eu la moyenne. Quel est le pourcentage d'étudiants qui ont plus de 12 ou moins de 12, entre 10 et 12. Enfin, j'ai besoin donc d'avoir des indicateurs comme ça, où je vais cumuler les fréquences. D'accord? Donc, faire des fréquences cumulées, c'est juste faire ça. Bien sûr que vous avez le droit de les additionner, dès lors que vous ne pouvez pas être dans deux catégories à la fois. Ok? C'est ça le problème. C'est qu'évidemment, si quelqu'un est dans deux catégories à la fois, c'est pour ça qu'il faut être bien rigoureux sur la manière dont on réfléchit aux bornes. Que vous ne comptiez pas deux fois quelqu'un qui a 10. Avoir 10, c'est la moyenne. Non, pour avoir l'année, il faut avoir 10,00. À 9,99, vous ne l'avez pas. À 10,01, vous l'avez. À 10, vous l'avez. D'accord? Le cut-off level, il est à 10, il n'est pas à 9,99. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous connaissez tous ce point de règlement. Bon, après, on peut mettre des arrondis de jury. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est la courbe des fréquences cumulées. Évidemment, quand on fait cette courbe des fréquences, en fait, la manière d'implémenter, c'est souvent en cumulant les fréquences de manière ascendante, plutôt que descendante. On aurait pu prendre le problème en sens inverse. D'accord? Quelle est la proportion de ménages qui habitent leur résidence principale depuis plus de 0 ans? 100 ans. D'accord? 100%. Puisque depuis plus de 5 ans. Et ce que j'aurais pris, c'est 100%, et j'aurais enlevé, j'aurais fait 100% moins 33,5%. C'est ça la réponse. D'accord? Ça fait 67, 66,5. Depuis plus de 10 ans, etc., depuis plus de 50 ans. Et ça serait une courbe de fréquence cumulée descendante, mais par convention, on raisonne toujours en cumulé ascendant. D'accord? On part de 0 et puis on additionne plutôt que l'inverse. On regarde toujours les gens, on compte toujours le nombre de gens qui ont une note inférieure à 10. Enfin, évidemment, le reste, c'est complémentaire, on est d'accord? Donc c'est juste une manière de présenter les choses. Cette notion de fréquence cumulée ascendante,
permet de définir ce qu'on appelle, un objet mathématique qu'on appelle la fonction de répartition. Vous avez une population de taille n, toujours la même chose. Vous avez des effectifs et des fréquences associés à chacun des sous-intervalles. D'accord? Et ce que vous pouvez faire, c'est noter grand F. C'est comme ça qu'on la note d'ailleurs mathématiquement dans tous les pays du monde. Grand F, c'est la fonction de répartition, et petit f, c'est la fonction de densité. Et la fonction de répartition, c'est simplement le cumul de la fonction de densité. Donc c'est l'intégrale. Vous faites les intégrales en terminale? C'est simplement l'intégrale, c'est la somme. D'accord? C'est exactement l'intégrale de la densité. Puisque vous allez faire la somme. Donc par condition, f de 0 c'est 0, puisque en dessous de 0 il n'y a rien. D'accord? Puisque la première classe commence avec 0. F1 c'est égal à F1, F2 c'est égal à F1 plus F2, d'accord? Et bien sûr, quand vous êtes au dernier intervalle, je suppose qu'il n'y a qu'un intervalle, quelle valeur possible. Quand vous faites la somme de tous les étudiants qui ont eu moins de 20, un nombre inférieur ou égal à 20 à l'interro, là c'est 100%. D'accord? Donc par définition, vous aboutissez ici à 100%. Ceci permet de définir ce qu'on appelle la fonction de répartition. Une manière de le dire, et en fait c'est la manière un peu mathématique de le dire, c'est cette fonction de répartition, on a une variable, grand x, qui prend plein de valeurs qui sont des petits x. Donc petit x, c'est une modalité possible de grand x. Donc grand x, c'est la note à l'interrogation écrite, c'est la variable que vous étudiez, et elle peut prendre des valeurs de moins 3. Enfin, peut-être qu'il y a un étudiant qui aurait fait, vraiment l'étudiant qui n'a pas du tout de chance. Il aurait eu moins 3, on aurait pu avoir un étudiant qui a moins 12. Celui-là, non seulement il est très mauvais, et en plus il n'a vraiment pas de chance. Et à chaque fois, il met au hasard et il se plante à chaque fois. Bon, c'est pas très intéressant. Mais la variable grand x, elle prend une variable, une valeur qui est petit x, qui est continue. À peu près. La fonction de répartition, c'est quoi? C'est la fonction qui, à la valeur petit x, associe le nombre de fois ou la fréquence où la variable grand x est inférieure à petit x. Donc si petit x était 15, d'accord? F de 15, c'est quoi? C'est le pourcentage de gens qui ont une note inférieure ou égale à 15 dans la promotion. On est d'accord? C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Vous voyez mathématiquement, F de 15, c'est F de 15, c'est le pourcentage, F de 12, F de 15, c'est le pourcentage d'étudiants ayant 15 ou moins à l'interrogation écrite. C'est ça, hein? La note, c'est grand X, et là, je dis F de X, c'est le... Je prends X égale 15, et F de 15, c'est le pourcentage d'étudiants ayant 15 ou moins à l'interrogation écrite. Vous voyez qu'ici, c'est important que je mette inférieur ou égal, d'accord? En l'occurrence, si ça vous embête, parce que je vais compter ceux qui ont 14,75, mais aussi ceux qui ont 15 là-dedans. Ok? Donc ça, c'est la fonction de répartition. Cette fonction de répartition, vous pouvez la définir soit en termes de fréquence, soit en termes d'effectifs. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ces questions. Ce qu'on appelle la courbe cumulative, la courbe cumulative, c'est la représentation graphique de la fonction de répartition. Comme je sens qu'il y a des trucs qui ne sont pas très intéressants, ce que je vais dire après, pour être très concret, prenons voilà, c'était ça qui m'intéressait. Je vais mettre à disposition, je sens que ça va vous tenir même jusqu'à la pause. D'accord? Un exemple, la distribution des notes obtenues à l'interrogation écrite. Donc, vous pouvez aller chercher, je ne l'ai pas encore mis sur le LT, mais je vais mettre sur le LT,
Là, vous avez, je n'ai pas mis vos noms et prénoms, hein. Mais par contre, j'ai mis les numéros d'identification donc pour vérifier que je ne suis pas trompé. Donc ça, c'est votre numéro d'identification, 1, 18. Notez que c'est intéressant pour moi et ça m'arrive de le faire, parce que, bon, 1, je ne sais pas, vous pouvez mettre 1, c'est pas un garçon, 2 filles. En fait, le sexe n'est pas compris dans le numéro d'identification. Mais le 18 ou le 17, c'est la première année d'inscription à Paris 1. Donc ça me permet, si je l'extrais, d'avoir un résultat sur les redoublants ou sur les nouveaux arrivants. On pourrait le faire. D'ailleurs, peut-être qu'on le fera la semaine prochaine. Il y a un peu de travail parce qu'il faut l'extraire, parce que le reste, après, c'est un numéro qui ne veut rien dire. C'est pas un numéro qui ne veut rien dire, c'est un numéro qui correspond, qui est attardé, qui correspond juste au numéro qu'on vous a donné. Donc, j'ai reporté ici toutes les notes dans cette colonne-là, et j'ai reporté votre groupe, si vous avez le sujet A et le sujet B. Quelle était la différence entre le sujet A et le sujet B? Vous n'en avez pas? Bah, vous posez des questions. Peut-être vous n'en avez pas. C'est juste un effet placebo pour vous faire peur, pour penser que votre voisin n'avait pas le même sujet que vous. À voir. Bon, donc là j'ai le groupe A et le groupe B. J'ai mis que les notes du samedi. 1016 étudiants ont passé l'examen. D'accord? Donc, moi ce qui va m'intéresser, c'est, vous regarderez, j'ai le nombre, 1016, pour pas le groupe B. Bon, bizarrement, il y a plus de noms dans le groupe B parce qu'il y a une erreur de distribution des copies dans certains amphiles. D'accord? Vous avez les notes, la moyenne, on va voir après la moyenne. Et ce qui m'intéresse moi, c'est, j'ai détendu la distribution, ça me permet de réfléchir à la manière à représenter. La note la plus basse, c'est moins 3,5. Je vais laisser, en fait, on va mettre 0 après. Et la note maximum, c'est 20. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait après? On verra peut-être sur Excel, ensuite, comment on le fait. J'ai pris toutes les notes au quart de point, puisque les notes sont au quart de point, d'accord? Et j'ai compté le nombre de gens qui avaient de moins 3,5 jusqu'à 20, d'accord? Et donc j'ai divisé l'espace possible, il peut y avoir 80, 90 valeurs possibles, entre moins 3 et 20. J'ai fait moins 3, moins 2,75, moins 2,5, moins 2,25, etc. J'ai créé des classes d'amplitude égale, d'accord? J'ai créé des classes d'amplitude égale. J'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu créer des classes d'amplitude différentes. Après, j'aurais besoin de les rectifier. Pas rectifier. J'ai créé des classes d'amplitude égale. Donc, ce que je représente ici, je vais dire que mon histogramme, il est exhaustif. Parce que mon pas, le pas que j'ai choisi dans mon histogramme, il est de 1 quart. Donc, j'ai toutes les informations. Par exemple, ici, on peut dire le nombre de gens qui ont eu 20. Ce n'est pas en fréquence, c'est en effectif. Visiblement, il y a 18 étudiants qui ont eu 20. D'accord? Et vous pouvez dire, il n'y en a qu'un seul qui a eu moins 3,5. Pour ça, c'est tout petit. D'accord? Vous voyez, il y en a quand même pas mal qui ont eu des trucs négatifs. Hein, mais il y a des gens qui n'ont pas de chance. Hein. Et donc, ici, j'ai tout regroupé, j'ai compté, et j'obtiens quoi? Ceci est un histogramme. On est d'accord? C'est bien l'histogramme. Les intervalles sont tous les mêmes, au quart de point, d'accord? Ils sont tous les mêmes, au quart de point, et la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Donc si je somme et que je regarde les surfaces, j'ai l'intégralité des points qui ont été donnés. Vous êtes d'accord que si je fais la surface de tout ça, ça me donne combien? Ça va me donner le nombre de points qui ont été délivrés lors de cet interro, qui doit être autour de combien à peu près? C'est facile. Il y a 1016 étudiants, vous avez raison. Il y a 1016 étudiants, la moyenne est autour de 10,6. Vous faites 10,6 points par copie, ça fait à peu près 12 000 ou 11 000, un peu plus de 10 000. Ça pourrait être cet endroit-là. D'accord? Évidemment, et je m'impose, c'est que vous allez dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Dire ça, c'est exactement vous donner toutes les données. J'ai regroupé les gens. Quand je construis mon histogramme, je peux choisir, pour des raisons de, je ne sais pas, essayer de mieux le saisir. Vous voyez, là, ce que je fais, c'est que j'ai regroupé les gens par classe de 1 point. Donc, j'ai commencé à moins 4. Alors là, ça devient un peu compliqué parce que, vous voyez que ce qui est entre 19 et 20, eh ben, c'est tous les gens qui ont entre 19 exclus et 20 inclus. Pas évident. D'accord? Là, 19, 20, ce morceau-là, c'est tous les gens qui ont entre
19 et 20. Et j'ai exclu 19. D'accord? Pourquoi j'ai exclu 19? Parce que c'est comme ça que j'ai commencé à moins 4 en fait. J'ai commencé à moins 4 parce que ici, c'est tous les gens qui ont entre moins 4 et moins 5. J'en ai 0. Non, j'aurais dû commencer à moins 3 en fait. D'accord, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était tout à l'heure, quand j'ai fait ça, ma voisine de bureau était perturbée. Vous ne la connaissez pas, elle est très sympa. Moins 4, moins 3, d'accord, il y a un étudiant qui a moins 3,5. Bon, c'est pour ça ici, vous voyez bien qu'il y en a plus de 20, parce qu'en fait, rappelez-vous, il y en a 18 qui ont eu 20, et j'ai dû en rajouter quelques-uns qui ont eu 19,5, et puis ceux qui ont eu 19,25. On les voit au-dessus, hein. En fait, personne n'a eu 19, personne n'a eu 19,5. Personne n'a eu 19,75 d'après mes informations. D'accord? Vous voyez, il y a un trou à 19,75. Par contre, à 19,5, il y a quand même des étudiants, et à 19,25 aussi, il y a des étudiants. C'est pour ça que là, on arrive à 22. Vous avez compris que là, j'ai regroupé en présentant un pas de 1 point. Ça aussi, c'est un histogramme. Simplement, cet histogramme, comme il n'est pas exhaustif, il n'est pas exact, parce que, évidemment, j'ai fait des regroupements. Et si vous cherchez à calculer la surface qu'il représente, vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas trouver le nombre exact de points distribués à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je suppose implicitement qu'à l'intérieur de chaque sous-classe, qui est juste un point, il y a un groupe uniforme de répartition uniforme. Alors que c'est pas vrai, il y a une autre soit vrai. Vous voyez bien que là, dans 20, il y en a plus qui ont 20 que d'autres qui ont 19,25. Donc, si je fais la surface, je ne vais pas trouver exactement la même chose. Donc voilà l'histogramme. Cet histogramme est l'histogramme complet. Cet histogramme est un histogramme incomplet. Dernier élément est chez la pause. D'accord? À partir de ça, de l'histogramme exhaustif, je peux calculer la fonction de répartition. C'est quoi la fonction de répartition? C'est l'intégrale de cette courbe. Je vais additionner les gens. On est d'accord? C'est ça que je vais faire. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette courbe-là. Il y a 1016 étudiants. Rappelez-vous, ici, il y a 1016 étudiants. D'accord? Donc, 1016, c'est là. Donc, 1016 étudiants ont moins de 20. Bon, là, je ne sais pas pourquoi ça arrête à 1961, bien sûr, mais ça jusqu'à 20, hein, parce que c'est juste l'échelle qui est trop précise. Donc, ça, c'est la fonction de répartition. Donc, on est d'accord que sur cette fonction de répartition, boum, si je me mets là à 10, c'est la moyenne. À peu près, d'accord? Et bien, en regardant ce point-là, ça me donne quoi? Ça me donne le nombre d'étudiants qui ont eu la moyenne. Qui ont eu inférieur à la moyenne, pardon. Excusez-moi, inférieur à la moyenne, d'accord? Vous voyez, et logiquement, il y a à peu près 450 étudiants qui ont payé la moyenne. Je ne vais pas calculer, on peut le regarder, il suffit de regarder dans mes données, après, c'est pas un problème. Et l'intérêt de la fonction de répartition, pourquoi j'utilise cette fonction de répartition? Parce que, pour moi, c'est un indicateur important. C'est combien d'étudiants on va avoir l'année prochaine en deuxième année. C'est super angoissant. Il faut savoir que jusqu'alors, les étudiants ne réussissent pas très bien la première année. Mais si l'année prochaine, vous êtes des baby millénium, vous êtes super nombreux en deuxième année, comment on va faire? Moi, c'est ce que je souhaite. Et il faut que les étudiants aient quand même le niveau. En tout cas, il y a 450 étudiants qui ont eu plus que la moyenne, qui ont eu inférieur à la moyenne. Donc le complémentaire, vous avez compris qu'il y en a 566 qui ont eu supérieur à la moyenne. C'est pas étonnant, enfin, entre nous, c'est logique. Ok? Vous voyez en quoi la fonction de répartition est intéressante ici, dans ce cas simple. Vous voyez aussi en quoi, dans ce cas simple, c'est bien une variable continue. J'ai une population qui est grande, 1016, c'est pas trop mal. Je note au quart de point. Cette fonction de répartition, évidemment, elle connaît des typiques. Hein. Vous voyez, notamment, elle augmente beaucoup en haut. Pourquoi elle augmente beaucoup en haut? Parce que 20, c'est un espèce de poids de... Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont eu 20. Quoi. Non. C'est un poids d'adhésion, en fait. D'accord? Les gens qui se collent à 20 ne peuvent pas avoir de plus. C'est parce que le niveau de l'interro était trop facile. Et ça, vous avez déjà signalé. C'est pas normal qu'il y ait 18 étudiants qui avancent. Il n'y en a que 4. Il faut les distinguer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous avez raison, c'est bien qu'il y en ait 18. Mais évidemment, c'est pour ça que ça remonte un petit peu à la fin très rapidement, parce que
on n'a personne à 19,5, et tout d'un coup, hop, à 20, évidemment, il y a des gens qui se collent à l'excellence. Il y en a 18. Bon, si on dit 19, c'est très bien aussi, hein. Je sais pas. Après, c'est une question de bol, hein. Peut-être que dans les gens qui ont eu 20, il y a des gens qui ont eu de la chance. Bon, ok, on fait la pause. Ah. Ça, il me semble que c'est vraiment l'exemple le plus simple dans ce que vous pouvez faire. D'accord? Alors, pour vous dire quelques éléments sur cet exemple, ça c'est le fichier. D'accord? Donc regardez pas ce côté-là. Regardez juste ce côté-là. Regardez juste ce côté-là. Ça, c'est toutes les notes. Ok? Donc, du numéro 1 jusqu'au 1007e étudiant. Ici, ils sont classés par ordre alphabétique. D'accord? J'ai juste enlevé les noms et les prénoms. Donc, l'ordre dans lequel ils sont, c'est pas du tout l'ordre des notes ou quoi que ce soit. Ok? Vous allez me dire comment. Alors, vous voyez que pour faire un petit peu de Excel, ici j'ai fait un petit tableau qui reprend plein d'informations intéressantes sur cette distribution ou sur ces notes. Donc, pourquoi ça marche pas ça? Ah oui, le soumis. Ok. Vous voyez, ici, j'ai fait un tableau qui reprend plein d'informations intéressantes sur les notes. D'accord? Donc, j'ai d'abord mis le nombre d'étudiants par sujet. Sujet A, sujet B. Vous voyez, j'ai groupe A et groupe B. C'est mes deux sujets. En fait, regardez comment on fait sur Excel pour calculer le nombre. Je prends mes données qui vont de C2 jusqu'à C1017. J'ai 1016 étudiants, d'accord? C'est la colonne C, d'accord? C'est là que j'indique au groupe. Et ce que je fais, c'est que je comptabilise le nombre d'étudiants, le nombre de cases qui vérifie la condition qui est après. Il faut que la valeur qui est dans la colonne C corresponde à A. Et ça me comptabilise directement le nombre de fois où A revient. D'accord? C'est comme ça que j'ai calculé 468. Ici, de la même manière, j'ai fait la même chose. J'ai pris tout de C2 à C1017, donc 1016 étudiants, et j'ai calculé le nombre de fois où la case vaut B. Ce nombre-ci, ça peut être utile comme fonction dans Excel. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu 548B. D'accord? Après, j'ai calculé les fréquences. Bon, les fréquences, j'ai simplement divisé le nombre par l'effectif total, d'accord? Ça par ça, ça par ça, et ça par ça. Enfin, j'obtiens les fréquences. Il y a 46% des gens qui étaient dans les A et 53% dans les B. Après, j'ai regardé l'étendue de la distribution. Alors, l'étendue de la distribution, je peux la voir, il y a une fonction qui s'appelle min, qui vous permet de voir quelle est la variable minimum dans un vecteur. Donc, moins 3,5. Maximum, 20. On est d'accord? Enfin, j'ai fait la moyenne. Alors, vous voyez que la moyenne, c'est la moyenne des 2 des 107. Ça, c'est la moyenne sur le total. Ok? Après, j'ai fait la moyenne par sujet. Donc ça, c'est la moyenne totale, 10,61. J'ai fait la moyenne par sujet, en considérant que les gens qui sont dans A. Vous voyez que les gens qui sont dans A, ils ont une meilleure moyenne. C'est un peu bizarre si les deux sujets sont identiques. Comment? Oui, mais ça ne peut pas baisser la moyenne. 10,44.
là, regardez, il y a un truc qui est assez intéressant aussi, et je ne le dirai pas plus longtemps, c'est que vous pouvez faire une moyenne si c'est la moyenne des notes, D2 des 1017, mais si la case C2, C1017 est égale à A, ce qui me permet de calculer une moyenne sur une sous-population. C'est une moyenne point si, d'accord? Comme ça que je vais calculer. Ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est que j'ai fait les histogrammes. Alors, comme j'avais vraiment rien à faire ce matin, vous comprenez bien que pour faire l'histogramme, je ne me suis pas mis à compter le nombre de gens qui ont eu 3,25, 7,75 et 8, d'accord? Donc, je trouve intéressant de vous montrer comment on le fait dans Excel. Ici, j'ai défini ce qu'on appelle les classes, donc moins 3,5, moins 3,25, moins 3, etc., jusqu'à, vous avez compris que la dernière, c'est 20, d'accord? Et donc, j'ai regardé, j'ai compté le nombre de gens qui ont obtenu telle ou telle note. Évidemment, je ne l'ai pas fait encore une fois en comptant, les trucs, d'accord? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une fonction de Excel. Curieusement, dans Excel, c'est pour montrer que Excel, c'est pas toujours le top. C'est que si vous allez sur Excel, il y a un onglet qui est données, qui fait l'analyse de données, qui permet de les trier, etc. Et vous voyez qu'en haut, il y a un truc qui s'appelle utilitaire d'analyse. Et c'est ce truc utilitaire d'analyse qui est là, qui me permet de faire l'histogramme. Alors ça met un peu de temps, utilitaire d'analyse, c'est très compliqué, il faut analyser. Voilà. Et vous voyez, dans utilitaire d'analyse, il propose plein de trucs, moyenne mobile, transformation de Fourier rapide, lissage exponentiel, plein de trucs compliqués. Et il y en a un qui est histogramme. D'accord? Et quand je clique sur histogramme, je fais ça, il va me demander qu'est-ce que j'utilise comme variable. Donc je mets D2 des 2017. Il va me demander la plage des classes, il va me demander quel découpage je veux faire. Donc le découpage que je vais faire, j'ai dit c'était au quart de point, d'accord? Et après, il va me dire à quel endroit je veux avoir la sortie. Et quand je rentre la plage d'entrée, c'est-à-dire toutes les notes, et la plage de classe, il me construit automatiquement l'histogramme. D'accord? Mais si vous cherchez ça sur votre Excel, en admettant que vous ayez Excel, en fait, l'utilitaire d'analyse n'est pas offerte, n'est pas monté dans la version de base de Excel. Il ne faut pas payer. Hein. Mais il faut ajouter un truc à Excel qui est un add-in, un bloc complémentaire qui est gratuit. D'accord? Donc c'est pour vous dire, Excel est capable de faire des histogrammes, mais pour ça, il faut installer ce truc, cet add-in supplémentaire utilitaire d'analyse qui permet de le faire. Vous voyez, ce qui est agréable, c'est qu'une fois que je l'ai fait, je ne vais pas le refaire, parce que, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait exactement ça. Il a compté, c'est lui qui a fait ça. Nombre d'observations, c'est lui qui a comptabilisé le nombre d'observations. Pour chaque. Donc à 20, il arrive à 18, à 1975, à 0, etc. Et si je les somme toutes, il arrive à 1016. Et c'est comme ça que j'ai fait un histogramme. C'est un peu compliqué. C'est aussi comme ça que je l'ai fait pour l'histogramme avec les trucs de 1. Vous voyez, pour 1, ce que j'ai choisi cette fois, c'est des notes qui vont de moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, etc., 0. Donc avec un intervalle non pas de 1 quart, mais de 1. De la même manière, il les a comptés. D'accord? Donc il y a 12 personnes qui ont eu entre 0 et 1. 0 non compris. 0 non compris et 1. Il y en a 19 qui ont eu entre 1, 18 qui ont eu entre 1 et 2, etc., 22, etc., jusqu'à 24 qui ont eu entre 19 exclus et 20 inclus. Vous voyez, il y en a quand même 43, c'est beaucoup, hein. Il y en a quand même 43 qui ont eu entre 18 exclus et 19 inclus. D'accord? Donc évidemment, cette fois, je l'ai fait avec un autre intervalle. Je l'ai toujours fait avec la même fonction, ma même histoire d'histogramme. Et puis après, j'ai fait le graphique. Et donc ça, c'est pour le pas de 1, et ça, c'est pour le pas de 0,25. Donc vous pourrez regarder comment j'ai fait ça, puisque je vais vous mettre le fichier. Mais évidemment, pour construire le nombre d'observations, j'ai dû le faire via la fonction histogramme. On peut le faire autrement, mais c'est bien plus compliqué après. Bon,
C'est vrai, regardez, il y a combien? Il y a 30 personnes qui ont 18 et demi. Il y a 30 étudiants qui ont 18 et demi. Alors qu'ils auraient pu avoir 18,25 ou 18,75, mais ils ont 18 et demi juste. C'est quand même marrant. Bon, donc ça c'est la manière dont j'ai procédé. Ok. L'année dernière, je faisais l'indice boursier, le CAC 40. C'était assez intéressant aussi, mais c'est autre chose. Donc cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment. Je me suis dit que c'était plus concret. Alors, je reviens où j'en étais, puisque j'en étais là avec la fonction de répartition. Le cas que j'ai montré est un cas finalement relativement simple. Quand une variable est discrète, je vous ai dit la fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est pas une fonction en fait, mais ça serait une suite. Répondre aux questions, quelle proportion de familles ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 0 0%, puisque sinon ce ne sont pas des familles. Inférieur ou égal à 1, 45,3. Inférieur ou égal à 2, 83,4. Inférieur ou égal à 3, 96,3. D'accord? Si je commence à répondre sérieusement à cette question, c'est-à-dire, je sais très bien que x ne peut pas être égal à 2,2. Vous ne pouvez pas avoir 2 enfants, 2,2. Mais quand je représente les choses, je peux représenter ici le nombre d'enfants, d'accord, qui est un nombre discret, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Mais je peux essayer de répondre sérieusement à la question en faisant comme si on pouvait avoir un nombre continu d'enfants. Pourquoi je développe ce cas-là? Parce que ce cas-là, évidemment, pour un nombre d'enfants, il n'a pas de signification. Mais pour une variable qui s'est regroupée en classe, ça peut en avoir une. Par exemple, combien de familles ont moins, eux, un nombre inférieur ou égal d'enfants à 1,5? 0. Et ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez à 1, et ben ça saute. Il y a un saut qui se fait ici, et qui fait que vous passez de 0 à 45,3%. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez que la fonction de répartition, évidemment, vous pouvez la voir comme une suite de points, comme étant des points. Ok? Mais vous pouvez aussi la voir éventuellement comme étant une espèce de diagramme en marche d'escalier avec des sauts. D'accord? Effectivement, combien d'enfants ont-ils un nombre inférieur ou égal d'enfants à 0%? À 0,99, c'est toujours 0. Mais quand vous arrivez à 1, et vous faites quoi là-haut, le poulailler là? Pourquoi vous vous regroupez tous dans le poulailler là? Vous voyez? Regardez, c'est la répartition uniforme des étudiants. C'est quand même amusant, il y a un groupe de. Vous êtes combien là-haut là? Un groupe de 12 étudiants dans le poulailler. C'est par volonté de. Ça m'interroge. Vous avez une activité sociale ou. Ok. Donc ne parlez pas trop fort. Donc ici, il y a un son qui se fait, d'accord? Et vous voyez qu'on aboutit à une forme de courbe, qui est une forme de courbe où, en fait, vous pouvez presque considérer que la courbe cumulative, elle arrive, c'est pas vraiment une courbe, parce que c'est des points de suite. Et si vous posez la question, combien d'individus ont-ils un nombre d'enfants inférieur à 1, d'accord, vous avez la réponse, quoi. La réponse, elle est... Enfin, vous n'avez pas la réponse elle n'existe pas, la courbe a des points de discontinuité. Donc elle a une forme qui est une forme discontinue en escalier. Ce type de forme discontinue en escalier, c'est ce qui arrive lorsque la variable est discrète et quantitative, on est d'accord? Mais c'est aussi éventuellement ce qui peut arriver, c'est de considérer une forme de discrétisation de la variable, c'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, vous disiez, mais finalement pour la durée d'habitation dans un logement, on peut considérer que c'est 0, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'est un nombre discret aussi. Donc il n'y a pas entre les deux. Est-ce que c'est parce que tout le monde a déménagé exactement le même jour, il y a 5 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a 3 ans? Bien sûr que non. Donc c'est ce type de réflexion que vous devez avoir. Ici, vous voyez qu'il y a des trous, nécessairement, et que la courbe, elle est discontinue en escalier, dans ce cadre-là. Donc c'est ce que je dis ici. Pour une variable qui est discrète,
définie par un nombre entier, par un nombre d'enfants, etc., par exemple, la courbe cumulative, elle est en escalier, avec des espèces de discontinuités, des sauts verticaux. Elle fait chaque, comme ça. Elle monte comme avec des escaliers. Donc, on peut presque la définir de cette manière-là. Elle a des points de discontinuité. C'est pas très important. Évidemment, elle vaut 0 lorsqu'on est en dessous de la première modalité. Elle vaut 100% lorsqu'on est à la dernière. Et puis entre, elle est plate. Entre 0 et 1, elle est plate à 0. Entre 1 et 2, elle est plate au niveau de 1. Puis quand on arrive à 2, hop, on saute d'un coup. Parce que vous passez dans la catégorie des familles avec 2 enfants, alors qu'avant, vous êtes dans la catégorie des familles avec 1,99 enfants. On a cette idée d'escalier. Une alternative à ça, et c'est ça qui peut être un peu troublant, c'est que les familles qui ont entre 0 et 1 enfant, il n'y en a aucune, strictement. Donc il y a des points de concentration, en fait, à 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Quand vous considérez une variable qui est continue, mais qui est discrétisée d'une manière ou d'une autre, c'est le cas de notre variable de logement. On a envie de faire pareil pour la courbe cumulative. On va mettre les points, d'accord? Quel est le nombre de gens qui sont depuis un nombre inférieur ou égal à 5 ans dans le logement? 33,5, d'accord? Après 10, on va cumuler 52,1, etc. Et on place tous ces petits rectangles. Et cette fois, parce qu'on sait que c'est une variable continue, on a envie de dire, mais oui, mais attendez, il y a des gens qui sont effectivement dans le logement depuis 2,5 années, ou 2,4 années. La modalité est possible. Vous ne pouvez pas avoir 2,3 enfants. Par contre, vous pouvez être dans votre logement depuis 2,5 années. C'est tout à fait possible. Donc vous existez à 2,5. Il y a des gens qui sont à 2,5. Dans ce cas-là, vous êtes tenté de dire, à l'intérieur de cet intervalle 0,5 ans, il y a autant de gens qui sont depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Enfin, la répartition est uniforme. Et donc ça renvoie à une autre idée. C'est plus une courbe de répartition en escalier, d'accord? Mais c'est une courbe de répartition. Vous avez envie de joindre les différents rectangles, non pas par des marches d'escalier, mais plutôt par des droites. Pourquoi? Parce que vous dites, mais ça a quand même une signification. Les gens qui sont depuis 15 ans dans leur logement, c'est ceux-là. Depuis moins de 15 ans dans le logement, c'est tout cela, d'accord? Évidemment, si vous faites ça, vous tomberez sur un endroit où en fait vous ne savez pas, parce que ce que vous savez, c'est ceux qui sont de 10 ans et 20 ans. Et au milieu, vous ne savez pas, d'accord? Et si vous essayez de le faire quand même, et de prolonger, la signification de ce point, ça devrait être quoi? Ça devrait être le nombre de gens qui sont dans leur logement depuis moins de 15 ans, depuis une durée inférieure ou égale à 15 ans. Et ceux-là, vous ne savez pas très bien combien ils sont entre ce point-là et ce point-là. Si je rejoins les 2 points par une droite, je fais comme si, à l'intérieur de la classe, il y avait autant de gens qui étaient entre 10 et 15 ans que de gens qui étaient entre 15 ans et 20 ans. Je fais comme si, en fait, la répartition à l'intérieur de la classe était uniforme. Et donc, en faisant ça, j'en déduis quelque chose qui a une signification. D'accord? Le nombre de gens qui sont dans leur appartement depuis une durée inférieure ou égale à 15 ans, et d'après mes calculs, il serait un petit peu supérieur à 60%. Et comment j'ai fait ça? J'ai dit, à l'intérieur de la classe, ici, il y a autant de gens qui sont entre 10 et 15, entre 15 et 20. Et vous voyez que ce que je dis simplement là, c'est que c'est combien ce nombre? Vous voyez que cette classe, elle a une largeur de 18,3%. Elle a ceci, la distance entre ces 2 points-là, c'est 18,3%. C'est ça, hein? Ok? Ça signifie que dans ces 18,3%, je fais comme s'il y en avait la moitié, c'est-à-dire 9,15%, qui serait entre 10 et 15, et puis 9,15%, qui serait entre 15 et 20. Ok? Et donc, au total, si je veux savoir combien de gens sont depuis 15 ans, il suffit juste que j'additionne à 52,1, 9,15. Et si je fais 52,1 plus 9,15, je trouve combien?
je trouve 61,25. Donc ce nombre-là, alors là, excusez-moi parce que j'ai foutu mon diviseur du 3, ça serait 61,25%. Ce que je dis, c'est que je fais comme si à l'intérieur de l'intervalle 10-20, il y avait autant de gens qui sont entre 10 et 15 que de gens qui sont entre 15 et 20. Donc comme il y a 10,3% des gens qui sont dans l'intervalle 10-20, d'accord, c'est ça, hein, on a 10,3%, c'est ce que j'ai entouré là, et ben en fait j'en ai 9,15, je fais comme si on avait 9,15 qui était entre 10 et 15, et 9,15 qui était entre 15 et 20. Donc ça me permet de répondre à la question, combien de gens sont dans leur appartement depuis une durée inférieure à 15 ans? Ben, je réponds 61,25%. Cette réponse, elle est fausse. Elle est vraie uniquement si la répartition des gens dans l'intervalle est uniforme. D'accord? Ce que je viens de faire ici, c'est une forme de... Alors, ce que je viens de faire ici, c'est faire une forme de... je sais pas, vous pouvez appeler ça une extrapolation linéaire ou une interpolation linéaire. Je vous laisse le choix. Je pense que c'est plutôt une interpolation linéaire. Pourquoi? On va dire interpolation. Parce que l'interpolation, ça veut dire que vous prenez deux points et vous en déduisez le point qui est au milieu. C'est entre les deux points. D'accord? C'est pour ça qu'on dit interpolation. Une extrapolation, c'est vous prenez deux points, vous cherchez des valeurs qui sont à l'extérieur de ces deux points. C'est ce qu'on appelle une extrapolation. Donc ici, ce que je dis juste, c'est que quand on étudie une variable qui est cette fois continue par nature, ici comme la durée dans le logement, d'accord, quand on représente la fonction de répartition, on peut la représenter comme une suite de points, d'accord, mais ça a un sens de faire cette interpolation linéaire. Parce qu'il y a effectivement des gens qui sont dans leur appartement depuis 15 ans. Alors que quand c'est une variable discrète comme le nombre d'enfants, ça n'a aucun sens de dire qu'il y a une proportion des gens qui ont 1,5 enfants. Ok? Donc dans ce cas-là, et c'est l'autre forme de pôle cumulatif ou de fonction de répartition, cette fonction de répartition, vous pouvez la voir comme étant linéaire par morceau. D'accord? Linéaire par morceau. Si je demande à Excel de le faire, il va me le faire linéaire par morceau. Parce que Excel, lorsqu'il a deux points et que vous devez tracer une courbe, il a tendance à mettre une droite entre les deux points. Quand j'ai fait ce dessin tout à l'heure, celui que je vous ai montré sur les notes, on ne le voit pas. Mais celui-là, d'accord? Les intervalles sont tellement rapprochés les uns des autres qu'on ne le voit pas. Mais il trace bien une droite entre chacun des points. Mais comme ils sont très très près les uns des autres, ici, elle est linéaire par morceau, mais on ne voit pas parce que les morceaux ils sont tellement petits qu'on a l'impression que on ne la voit plus, quoi. D'accord? Parce que j'ai considéré 80 morceaux, donc ça fait beaucoup. Mais quand vous représentez une fonction de répartition, vous pouvez la représenter des deux manières. Et cette question, ça dépend du type de variable que vous étudiez. Si vous étudiez le nombre d'enfants, ça n'a pas le sens de dire que les gens ont combien de proportion de gens ont moins de 1,5 enfants. Ça n'a aucun sens. D'accord? Par contre, si vous étudiez la durée dans le logement, bah, ça a un sens de dire oui, il y a des gens effectivement qui sont dans le logement depuis entre 10 et 15 ans. Donc il faut les comptabiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez faire cette hypothèse qui consiste à dire que les gens se répartissent de manière uniforme dans l'intervalle, et donc vous allez faire une courbe linéaire par morceau. C'est ce que j'ai dit ici. La courbe cumulative d'une variable continue, elle n'est plus discontinue. Elle n'est plus en escalier, à moins que vous pensiez que tous les gens qui sont depuis plus de 5 ans dans le logement, ils sont exactement depuis 5 ans. Ce qui est faux. Vous savez que tout le monde n'a pas déménagé à la même date, il n'y a pas des points de masse. Alors que dans la distribution, évidemment, du nombre d'enfants, il y en a. Vous avez 1 ou 2 enfants, vous ne pouvez pas en avoir 1,5. Donc dans ce cas-là, la fonction, elle est continue et linéaire par morceau. Maintenant, vous pouvez extrapoler, ou plutôt interpoler, ce qui se passe. Vous pouvez interpoler ou extrapoler, c'est-à-dire approximer
ce qui se passe à l'intérieur de chaque intervalle en faisant une hypothèse qui est celle qu'à l'intérieur de chaque classe, il y a une distribution uniforme. Donc c'est exactement ce que j'ai fait à partir de calcul de la proportion d'ancienneté d'emménagement inférieure à 15 ans. Ok. Alors regardez ce qu'on fait. Vous avez un repère. C'est comme ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est juste un repère. Ok. Ici vous avez ceux qui sont à 10 ans. Et ici vous avez ceux qui sont à 20 ans. Ceux qui sont à 10 ans, ils sont combien? 48, combien? Vous avez fait, c'était 48,3. Je regarde les chiffres, ça ne va plus. Non, 52,1 et 70,4. Okay. 52,1 et 70,4. 52,1%, d'accord? Et là, à 20 ans, ils sont à 70,4. Il faut comprendre que dans mon dessin ici, les axes se sont brisés, d'accord? Donc c'est ce point-là. Et puis, faire une extrapolation linéaire, c'est juste dire que la fonction de densité, de répartition, pardon, ça serait une droite qui dit ces deux points. Ça veut dire que les gens se répartissent de manière uniforme. Donc évidemment, si vous posez la question, quel est le nombre de gens qui sont depuis plus de 15 ans, un nombre inférieur ou égal de 15 ans dans leur logement, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous voyez que comme 15 est à la moitié de 10 et de 20, le nombre que vous cherchez est à la moitié de 70,4 et de 52,1. On est d'accord? C'est ça une droite. La droite, c'est la proportionnalité. Donc, comme 15 est le milieu du segment 10-20, le nombre de gens qui sont dans leur logement dans une proportion inférieure ou égale à 15 ans, c'est le milieu du segment 52,1, 70,4. Et ce milieu, c'est... ce segment-là, il fait 18,3, c'est ce qu'on a dit, hein. Ça fait 18,3%. Donc si je le divise par 2, ça me fait 9,15, et donc ça va me faire du 52 plus 9,15, du 61,25. D'accord? Ce que je viens de faire ici, c'est juste une extrapolation linéaire. Maintenant, si je vous pose une question, donc ça c'est pour 15 ans. Et si je vous dis, mais et si vous posez une question pour 11 ans, c'est quoi la réponse? 18,3% sur ces 10 années entre 10 et 20, ça correspond à une densité de fréquence de 1,83%. C'est 1,83% en plus par an. D'accord? Ok? Puisque sur cet intervalle, c'est un intervalle qui fait 10 ans, il y a 18,3% de la population. Ça veut dire que la densité de fréquence dans cet intervalle, elle est de 1,83 pour chaque année. Donc, pour 11 ans, la réponse sera juste 52,1 plus 1,83%. On est d'accord? Et donc, vous allez trouver 53,93. Ok? Là, on vient de faire une interpolation linéaire. Simplement, on a dit que c'était aligné sur une droite. Donc, dire que c'est aligné sur une droite, c'est juste supposer que c'est réparti de manière uniforme. On a considéré ce qu'on appelle techniquement la pente de la droite. La pente de la droite, c'est delta y sur delta x. Donc, quand delta x augmente de 10, delta y augmente de 10,3. Quand ça augmente de 1, ça augmente de 1,83. Et donc, à chaque fois, j'ajoute. C'est ce qu'on appelle faire une interpolation linéaire. Ok? C'est juste une manière de répondre à la question. Si on vous pose la question, calculer la proportion de gens qui sont depuis 11 ans dans le logement, le jour de l'examen, et que vous n'avez pas l'information, et que ce n'est pas complètement stupide comme question, la seule manière que vous avez de répondre à cette question, c'est de faire une interpolation linéaire. Ce ne sera pas juste, ce sera obtenu sous une hypothèse qui est celle d'uniformité, que vous pouvez contester, et qui est évidemment contestable. D'accord? Mais
c'est avec celle-là qu'on l'a fait. On a fait comme si la fonction de densité, de répartition, était droite. C'est-à-dire, on a fait comme si la courbe des densités de fréquence était constante, à 1,83%. C'est ce que je dis de manière un peu plus formelle ensuite. D'accord? Donc F15, on l'a trouvé. Ok? Ça nous fait bien. Donc c'est quoi? C'est égal mathématiquement à F10 plus la pente. La pente c'est quoi? C'est F20 moins F10 sur 20 moins 10. Ça c'est ce qu'on appelle la pente de la droite. La manière dont la droite augmente. Quand on passe de 20 à 10, F passe de 20 à 10. Vous regardez, ça c'est bien la pente de la droite. Et après, vous multipliez par quoi? La formule c'est bien ça. F15, c'est la valeur à 10, plus la pente de la droite. Cette pente de la droite, elle vaut, on l'a vu, 1,83, multiplié par 5. D'accord? Et vous trouvez 61,25%. Donc on a fait une interpolation linéaire. D'accord? On a vu qu'un point entre 10 et 20, vous pouvez calculer sa valeur comme si c'était une droite, mais une droite c'est une répartition uniforme. Quel serait F16? C'est combien F16? Maintenant que vous avez F15, vous rajoutez combien à F16? À 15, F15 pour avoir F16? Vous rajoutez juste, c'est ça la pente, hein. Vous passez de 15 à 16, vous montez de 1, donc le nombre augmente de 1,83. Donc vous rajoutez 1,83. Donc ça fait 61,25 plus 1,83. Ce qui nous fait du 63,08%. D'accord? On vient de faire une interpolation linéaire. Pour faire cette interpolation linéaire, on a besoin non, c'est vachement utile dans la vie de faire de l'interpolation linéaire. C'est le genre de choses que les gens, qui est assez simple, et que les gens ont du mal à comprendre. D'accord? F10 c'est là, F20 c'est là-haut. Si maintenant vous mettez une droite entre les deux, ce qui, vous l'avez compris, signifie qu'il y a une répartition qui est uniforme. Voilà, c'est ça la droite, hein, d'accord? Et si vous cherchez un point, et ben F15, je le mets là, c'est bien F10, on est ici, on ajoute la pente de la droite. La pente de la droite, c'est la tangente de l'angle. Ça ne va pas vous aider si je fais tangente de l'angle. On avait compris que la pente de la droite, c'est la valeur d'elle augmente pour chaque unité, chaque année. Ça vaut 1,83. Et vous le multipliez par l'écart qui sépare 15 de 10. Et vous trouvez F15. Vous trouvez l'approximation de F15. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est faire une interpolation linéaire. Alors évidemment, ici, j'ai choisi F15 qui est au milieu du segment. Tout le monde peut le comprendre. Si après je prends le quart, les gens vont comprendre, bah oui, il faut rajouter le quart. Après, c'est la vraie formule, c'est celle que j'ai écrite là, d'accord? À chaque fois, je multiplie, je prends le truc initial, je rajoute la pente multipliée par le nombre de fois où ça augmente, de 10 à 15. Ok. Bon. Évidemment, si on le lit mathématiquement, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que vous ne compreniez pas. Vous trouviez ça un peu compliqué au départ, d'accord? Au départ, on ne connaît les valeurs que les valeurs des rectangles. C'est la fonction de répartition ou la fonction des cumuls. On va calculer la pente de la fonction de répartition sur les morceaux, sur l'intervalle. Cette pente, c'est cette quantité-là. C'est simplement la densité de fréquence que je suppose constante, c'est l'hypothèse d'uniformité. Et puis après, je ne sais pas, je fais une règle de 3. Le principe de proportionnalité, c'est vous dire juste que
le point X, il est sur la droite. Donc, la pente entre xi et x, ça doit être la même que la pente entre I et I plus 1. Donc, cette pente, c'est ça. Et vous en déduisez la formule que je vous ai déjà donnée pour 10, pour 15. F de 15, c'est F de 10, plus la manière dont ça augmente entre 10 et 20, multiplié par l'écart qui sépare 15 de 10. Donc, il y a une erreur dans la formule, évidemment. Voilà. Puisque ici, c'est pas x, i moins x, d'accord? C'est x moins xi, d'accord? Je me suis trompé dans la formule. C'est bien ça. F de 15, c'est égal à f de 10, multiplié par la manière dont ça augmente entre 10 et 20, fois 15 moins 10, fois 5. D'accord? Donc vous obtenez ce résultat-là. On vient juste de faire une interpolation linéaire qui exprime simplement que les trois points sont alignés sur la même droite. I plus 1, et puis le troisième point, il est là. Donc x, f de x. D'accord? C'est faire une interpolation linéaire. Donc à chaque fois, c'est dire que le point est sur la droite entre les deux, ce qui revient à supposer que la distribution est uniforme. On passe pas mal de temps sur des points qui sont peut-être pas très... Je sais pas. Ok. En gras, les termes importants. Une série statistique décrit les variations d'un caractère qualitatif ou quantitatif. Quand c'est quantitatif, ça peut être discret ou continu. Sur une population. La distribution de cette série rend compte des effectifs et des fréquences pour chaque modalité, valeur ou classe de valeur. Puisque lorsqu'on étudie un phénomène continu, on le regroupe toujours en classe de valeur. On finit toujours par discrétiser le contenu. D'accord? C'est ce que je fais avec les données. Pour un caractère quantitatif, il y a deux fonctions pour décrire cette répartition. La fonction densité, qui peut être vue comme une série de valeurs, mais qu'on peut voir comme étant représentée par un diagramme en barre ou un histogramme. Ou la fonction de répartition, qui rend compte des fréquences cumulées, ascendantes, et c'est ce qu'on appelle cumuler des fréquences. La fonction de répartition, elle peut être représentée graphiquement par une courbe en escalier, le cas du nombre d'enfants, d'Hervis Feld, ou plutôt par une courbe linéaire par morceau, lorsqu'on étudie une variable continue, qui éventuellement a été discrétisée, c'est-à-dire rendue discrète par l'analyse en quelque sorte. D'accord? C'est ça. Bon, donc l'exemple grossier, ça en arrête, ça en arrête, ça en arrête. On est super en retard, puisque je fais juste l'intro, parce que je ne vais pas perdre de temps, parce que maintenant il faut que je donne le ballon à Patricia Bornetti pour la semaine prochaine. Donc ce que je demanderai à Patricia Bornetti la semaine prochaine, ce que je n'ai pas fait, c'est que je vais dire, ok, maintenant, on a la distribution pour tous les étudiants, on peut faire distribution pour le groupe A ou pour le groupe B. Pour les redoublants et les taux redoublants, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Je vais vous préparer pour les redoublants et les taux redoublants. Il ne faut pas grouper, c'est plus anonyme. Je ne veux pas stigmatiser les redoublants. Et donc, comment on peut comparer les distributions par la moyenne, les quartiles, etc. Donc, je laisserai faire ça à Patricia la semaine prochaine. Et je vous retrouverai en pleine forme mercredi prochain, n'oubliez pas. Et la semaine après. Et après, on aura terminé le cours. Hein. Après, c'est holiday. Pour vous, c'est révision des partiels. Voilà, merci.